Quel est l'effet de l'âge sur le statut nutritionnel? Quand on observe en tout cas une population standard, par exemple française, on voit que le statut nutritionnel est plutôt vers par exemple une prise de poids entre 50 et 65 ans, puis derrière plutôt un début de perte de poids. Donc on voit que déjà le statut nutritionnel évolue avec l'âge. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plutôt un risque de surpoids et d'obésité au début de cette période, et derrière plutôt des facteurs de risque de dénutrition qui vont s'installer à partir de 65-70 ans. L'étude OBEPI qui s'intéressait à la prévalence de l'obésité, par exemple en France en 2012, a montré vraiment cette augmentation de l'obésité dans cette tranche 50-65 ans, mais a constaté que finalement, à partir de 65 ans, le pourcentage d'obèses diminuait et le poids moyen diminuait. Donc il y a vraiment une baisse de poids. Sur le plan européen, on sait qu'il y a eu des études assez anciennes maintenant qui ont évalué les prises alimentaires moyennes par pays. Et dans tous les pays d'Europe, finalement, on mange moins plus on vieillit à partir de cet âge-là. Alors après, on bouge moins aussi, on dépense moins d'énergie, on travaille plus, etc. Mais les baisses, surtout des apports protéiques et lipidiques, sont assez importantes dans tous les pays à partir de 50 ans, et c'est assez progressif tout au long de cette période de la vie. Par quel mécanisme l'âge modifie-t-il le statut nutritionnel? Entre ce qui concerne le risque de dénutrition, finalement, qu'est-ce qui s'installe avec l'âge? C'est surtout des pathologies chroniques, un peu comme un millefeuille, vont avoir tendance à s'accumuler avec l'âge. Et puis, il peut y avoir des troubles bucco-dentaires qui s'installent. Chez les très vieux, il va y avoir une modification du goût et donc une modification des prises alimentaires. Là aussi, de manière statistique, on sait que les personnes en vieillissant dans cette tranche d'âge-là vont tendance à restreindre leurs apports alimentaires, vont diminuer progressivement à la fois les apports énergétiques et protéiques. Et donc, c'est peut-être une des raisons de cet amaigrissement qu'on voit finalement à partir de 65-70 ans dans la population française. Ce qui est assez bien maintenant connu, par exemple l'insuline, qui est une hormone principale qui va réguler, on le sait, la glycémie, ça on le sait pour le diabète, mais ça régule beaucoup de choses, ça régule la masse musculaire, le tissu adipeux, donc c'est une hormone majeure dans l'état nutritionnel et le maintien de l'état nutritionnel. Et donc on sait que à partir de 50 ans, même sans forcément de diabète, on va avoir tendance à être plus insulino-résistant. Et donc l'insulino-résistance veut dire qu'on aura plus de difficultés, notamment à maintenir une masse musculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à connaître dans le processus de vieillissement et de prévention finalement de complications nutritionnelles, c'est de se dire plus on avance en âge, plus on est insulino-résistant, et donc c'est un des mécanismes de la dénutrition. Si on a des maladies par-dessus, pas forcément encore une fois du diabète, ça peut être une maladie inflammatoire, ça peut être une bronchite chronique, ça peut être une insuffisance cardiaque, ça va contribuer à aggraver l'insulinorésistance et du coup, ça va être un facteur supplémentaire qui va s'ajouter. Une autre chose qui a été assez étudiée, qui contribue au fait que les personnes vieillissantes, on va dire, ont un statut nutritionnel notamment musculaire qui se dégrade, c'est qu'on sait que les apports protéiques sont moins bien assimilés chez le sujet, alors plutôt âgé là cette fois-ci plutôt 70-80 ans versus des sujets plus jeunes. En fait, quand les apports protéiques passent la barrière intestinale, les acides aminés dans la circulation sanguine, il y en a toujours une partie qui est piégée par le foie et la rate, donc ils ne vont pas jusqu'au muscle, jusque là où on voudrait que ça aille, et cette proportion elle augmente drastiquement chez les personnes âgées, ça s'appelle la séquestration splanchnique, et donc ça veut dire qu'il faut manger plus de protéines pour pouvoir les assimiler chez les personnes âgées, et c'est pour ça que les recommandations vont plutôt dans ce sens-là. Le fait qu'on bouge moins, qu'on ait moins de facilité à assimiler les protéines, et on a aussi une masse musculaire qui tend à diminuer, c'est-à-dire qu'un individu qui aurait un poids stable toute sa vie, et avec le vieillissement, il va quand même avoir tendance à accumuler plus de tissus gras et moins de tissus maigres musculaires. Et ça va aussi contribuer à augmenter l'insulinorésistance. Et donc on est un petit peu dans un cercle vicieux où on va moins bien assimiler notamment les protéines qui sont un des facteurs principaux du maintien du statut nutritionnel. Comment définit-on la dénutrition du sujet âgé? La définition de la dénutrition, elle évolue aussi. Aujourd'hui, finalement, elle est définie au niveau de l'HAS chez le sujet, l'adulte de moins de 70 ans. Les recommandations datent de 2019, donc c'est assez récent. C'est
l'association d'un critère qu'on va dire phénotypique, et le critère phénotypique, c'est-à-dire morphologique, qui est retenu, c'est une perte de poids significative. Ça va être une perte de poids d'au moins 5% en un mois ou 10% du poids corporel au-delà de 6 mois, ou un IMC. Et donc, c'est un IMC bas, et donc le fait d'avoir un IMC inférieur à 18 chez le sujet, donc de moins de 70 ans, est un critère de dénutrition. Pour les sujets plus âgés, on va conseiller des IMC plus hauts, donc c'est un IMC inférieur à 21 qui est un critère de dénutrition. Donc c'est essentiellement la perte de poids et l'IMC qui sont des critères forts de dénutrition. Et à cela, les recommandations les plus récentes, donc y compris européennes, demandent de rechercher un critère dit étiologique. Et donc ce critère étiologique, c'est soit une maladie qui favorise la dénutrition, par exemple un cancer, une maladie inflammatoire, soit une maladie où on objective une baisse des apports de manière conséquente, donc évaluer les prises alimentaires, une perte d'appétit importante. Et donc l'association de ces deux critères permet de diagnostiquer la dénutrition, je répète, perte de poids, IMC bas, et un critère étiologique, c'est-à-dire quelque chose qui explique finalement soit l'amaigrissement, soit la perte d'appétit. Quid de la pertinence de l'IMC chez les sujets de plus de 50 ans? Le cut-off, là, il n'est pas à 50 ans, plus de 50 ans, moins de 50 ans. L'IMC, c'est un indicateur qu'on peut utiliser là aussi, y compris chez les personnes très âgées. Les recommandations mettent le cut-off à 70 ans. Donc on ne va pas utiliser l'IMC pareil entre 50 et 70 ans et 70 et au-delà de 70 ans. Ça revient à ce que je disais auparavant, c'est que l'état nutritionnel entre 50 et 70 ans, ce qu'on veut éviter, c'est le surpoids et l'obésité. Et après 70 ans, on veut éviter essentiellement la dénutrition, donc qui se traduit par un IMC bas. Donc en fait, entre 50 et 70 ans, on va utiliser les mêmes seuils d'IMC. Un IMC normal est entre 18 et 25. Entre 25 et 30, on parle de surpoids. Et au-delà de 30, on parle d'obésité. Alors que chez un sujet âgé de plus de 70 ans, on parlera d'un IMC normal entre 21 et 30. Donc on a une fourchette d'IMC qui est beaucoup plus large, qui ne comprend plus cette classe de surpoids. On parlera toujours d'obésité au-delà de 30, mais en fait, on a gardé ces seuils d'IMC larges parce qu'on sait que dans cette fourchette, il y a peu d'impact clinique en termes de risque de mortalité, de morbidité, d'hospitalisation. Alors que dès qu'on on a un IMC surtout qui, lorsqu'il baisse, donc en dessous de 21, autour de 20-21, on commence déjà à avoir des risques d'hospitalisation, de décès, etc. Donc finalement, juste entre 50 et 70 ans, on reste comme chez le plus jeune. Le but est d'avoir un IMC plutôt normal ou essayer de ne pas avoir trop de surpoids. Au-delà de 70 ans, le but est d'avoir un IMC entre 21 et 30. Et donc on sait que l'IMC autour de 25-26 est probablement le optimal en termes de risque de morbimortalité. Quelles sont les conséquences de la dénutrition chez le sujet âgé? Alors, la dénutrition donc, chez le sujet âgé, là, essentiellement étudiée plutôt chez les personnes de 70 ans et plus, mais c'est dans cette tranche-là où il y a le plus de dénutrition. Les conséquences qui ont bien été établies, c'est que ça augmente le risque d'être hospitalisé, ça augmente le risque de faire des chutes, ça augmente le risque de perdre en autonomie, ça augmente le risque de rentrer en institution, c'est-à-dire en maison de retraite médicalisée, ça augmente le risque d'infection et notamment d'infection nosocomiale, et au final ça augmente aussi le risque de mortalité. Donc c'est associé à plein de complications. Alors après, si on regarde cause par cause, évidemment la dénutrition c'est un facteur majeur de mortalité, de ne pas pouvoir bénéficier des traitements, par exemple dans le cas du cancer. C'est un facteur de risque de mortalité dans l'insuffisance respiratoire, c'est un facteur de risque de mortalité dans l'insuffisance rénale chez les dialysés, chez les insuffisants cardiaques, même chez les diabétiques de plus de 65 ans, le fait d'être dénutri augmente la mortalité. Alors que c'est des personnes chez qui on a dit de perdre du poids tout au long de leur vie. Donc nous, à partir de 60-65 ans, le patient diabétique ne doit plus perdre de poids. On sait que ça augmente le risque de mortalité. Voilà. Donc là, les associations, elles sont observées dans toutes les pathologies. Donc c'est vraiment la dénutrition qui, en plus de la maladie, favorise soit la mortalité, soit en tout cas des complications. Le fait, par exemple, d'être mince, donc même si on a été mince toute sa vie,
peut-être qu'on ne pense pas qu'on est dénutri, mais encore une fois, je reviens à cet IMC inférieur à 21. C'est associé à une augmentation du risque de chute, de fracture et de complications chirurgicales au moment de la chirurgie, par exemple orthopédique. Même s'il n'y a pas eu un cancer, une maladie qui a fait maigrir, le simple fait d'être maigre tout au long de sa vie augmente. Quand on regarde statistiquement, on a plus de risques de ces complications-là versus une personne qui est modérément avec un IMC autour de 25-26, donc avec un IMC normal pour cet âge-là, mais qu'on pourrait faussement considérer comme un surpoids. Qu'est-ce que la spirale de la dénutrition? La spirale de la dénutrition, souvent il y a cette image-là qui est en spirale, c'est qu'en fait, il y a des pathologies qui vont favoriser la dénutrition, et la dénutrition va aggraver les pathologies qui ont elles-mêmes favorisé la dénutrition, en ajouter d'autres. Et par exemple, dans les cas extrêmes, la dénutrition va induire une perte de mobilité, un alitement prolongé, la formation d'escarres. Les escarres vont elles-mêmes aggraver l'état nutritionnel à cause de la douleur, des soins, de l'inflammation, éventuellement d'infection. Et donc ça va aggraver l'état de dénutrition. On va encore moins cicatriser, on va encore moins bien marcher, etc. Donc c'est cette idée de spirale ou cercle vicieux qu'il faut essayer de sortir en fait par la prise en charge et de la pathologie, mais aussi de la prise en charge nutritionnelle associée. Quelle est la prévalence de la dénutrition chez le sujet âgé? Donc 70 ans et plus, on est autour, il faut avoir en tête à peu près autour de 5 à 10% chez les personnes âgées qui vivent à domicile. Après, c'est assez variable parce que ça peut être probablement moins de 5% si on est parfaitement autonome à domicile. Mais chez les personnes qui vivent à domicile avec des aides, ça sera plutôt plus de 10%. Quand on est en maison de retraite médicalisée et soins de longue durée, on est autour plutôt de 35 à 40% de dénutrition à un instant T quand on mesure l'état nutritionnel dans des maisons de retraite. Et quand on parle de l'hôpital, des sujets âgés hospitalisés, on va être sur les mêmes définitions, autour de 55 à 60% dans certaines études de dénutrition à l'arrivée, c'est-à-dire au moment où la personne arrive à l'hôpital. Et donc on sait que derrière, souvent, l'état nutritionnel ne va pas forcément s'améliorer tout de suite. Donc c'est extrêmement fréquent, là où c'est le plus fréquent, c'est à l'hôpital, ce qui est un peu logique. Et puis, quand même, 5 à 10% en ville, en ambulatoire, ça reste des chiffres assez hauts et qui datent de 2007, dans les recommandations de l'HAS assez anciennes, mais qui n'ont pas changé. En fait, si on refait des études qui sont refaites plus récemment, on retrouve les mêmes signes, les mêmes seuils, en tout cas, de dénutrition. Comment prévenir la dénutrition du senior? Alors, sur le plan global, le message qu'on essaie de faire passer au maximum, c'est que pour prévenir la dénutrition, il faut absolument la dépister. C'est comme beaucoup de maladies, donc il faut toujours penser à dépister chez les personnes âgées. Et donc là, il n'y a pas de secret, il faut rechercher ces critères en fait de dénutrition et notamment peser les patients. Donc, par exemple, en médecine générale, les personnes âgées de 70 ans et plus doivent être pesées à chaque consultation. En maison de retraite, doivent être pesées à l'entrée, puis une fois par mois au minimum, et à l'hôpital, doivent être pesées à l'entrée, puis une fois par semaine au minimum. Donc, si on ne cherche pas, on ne trouve pas et on ne peut pas prévenir. L'idée, c'est de pouvoir repérer, par exemple, un début de perte de poids ou une perte d'appétit avant que la dénutrition soit installée et de pouvoir agir à ce moment-là. Donc, c'est très variable d'un individu à l'autre, mais en tout cas, il y a des outils assez simples de screening qui peuvent être utilisés en consultation. Donc, le plus utilisé chez les personnes âgées, encore une fois validé, chez les personnes âgées de 70 ans et plus, c'est ce qu'on appelle le MNA, Nutritional Assessment, donc qui est disponible en ligne partout. Et c'est 6 questions à poser, et ça nécessite quand même d'avoir un poids et une taille, puisqu'il faut calculer un IMC. Et donc cet outil, il permet quand même de dire si on est en bon état nutritionnel, à risque de dénutrition ou probablement dénutri. Donc c'est un bon outil aussi de surveillance que tous les médecins peuvent utiliser. Quels sont les conseils nutritionnels à donner aux seniors? Alors les conseils nutritionnels, donc jeunes seniors, donc si on reste dans cette tranche d'âge, je pense que 50, encore une fois, 50, 60, 65 ans, l'idée va être d'essayer de ne pas prendre trop de poids, mais si on en prend un peu, c'est pas forcément très grave. Et surtout, ça va être de faire beaucoup d'activité physique, d'essayer de maintenir l'activité physique, puisque c'est cette période de la vie où
on se sédentarise le plus par rapport, évidemment c'est très variable d'un individu à l'autre, mais on observe que voilà, autour de, il y a le passage à la retraite, il y a les phénomènes de la ménopause, il y a plein de choses qui font que c'est là où on va moins bouger, donc c'est surtout essentiellement beaucoup d'activité physique, et l'idée c'est d'avoir un poids stable ou une prise de poids qui doit être très modérée. Après, à partir de, encore une fois, 65-70 ans, le message, ça va être toujours aussi d'essayer d'avoir un poids stable, et en tout cas de ne plus perdre de poids. Ça va être, voilà, c'est l'idée que il faut quand même se surveiller et que toute perte de poids doit faire alerter son médecin pour évaluer justement si c'est pas une pathologie qui favorise, par exemple, l'installation d'une dénutrition, etc. En termes d'alimentation spécifique, on reste sur des critères qui sont une alimentation qui doit être diversifiée, équilibrée. Donc c'est à peu près les mêmes conseils que chez l'adulte plus jeune, à partir de, on va dire, 65-70 ans. Il faut avoir une alimentation avec des apports protéiques suffisants, et donc quand on dit suffisant, c'est au moins jamais en dessous de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Donc c'est un petit peu, on commence à être sur des apports protéiques au-dessus de la moyenne recommandée chez les plus jeunes. Et même quand on est un sujet âgé dit fragile, on doit avoir au moins 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Donc ça veut dire avoir une alimentation qui est hyperprotidique. Donc si on fait des conseils simples, c'est d'avoir chez ces personnes-là au moins 2 fois par jour un apport de protéines parmi viande, poisson ou œuf. Donc ça veut dire un élément viande, poisson, œuf à chacun des 2 repas principaux. Et 3 à 4 produits laitiers sur la journée, qui peuvent être pris en collation ou au moment des repas. Sur les produits laitiers, là c'est sûr que même plus jeune, il va y avoir des recommandations spécifiques. Par exemple, chez la femme ménopausée, à partir de 50 ans, il faut des apports calciques suffisants pour prévenir l'ostéoporose. Et pour obtenir des apports calciques suffisants, on peut prendre des sachets de calcium médicamenteux, mais qui sont pas très bons et qui constipent, ou on peut prendre des produits laitiers qui contiennent beaucoup de calcium, mais il faut quand même prendre en moyenne au minimum 4, par exemple, yaourts standards. Enfin voilà, on est plutôt sur aussi 3-4 portions minimum de produits laitiers pour ces objectifs-là. Pour ce qui est des apports énergétiques, donc ça va être plutôt féculents, matières grasses. Quand on est plutôt autour de la cinquantaine, où il y a encore cette problématique de pas trop prendre de poids, on va éviter les excès. Après, l'idée n'est pas d'avoir un régime restrictif. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un poids globalement stable. Donc, si je suis très actif, si je fais beaucoup de sport, je vais pouvoir manger quand même plus de féculents et de matières grasses. Si je vois que je prends du poids, faut peut-être effectivement commencer un petit peu à diminuer ces apports en féculents et en matières grasses, ou faire plus d'activité physique. Quand on est au-delà de 70 ans, nous, ce qu'on va chercher, c'est ne plus perdre de poids. Et donc là, les féculents doivent être mangés à chaque repas, selon l'appétit, donc il ne faut pas se restreindre. Et les matières grasses ajoutées, les conseils spécifiques que l'on donne, c'est ne pas en abuser, mais sans donner forcément de restrictions ou de dire qu'il faut une seule cuillère d'huile par... voilà, on va dire juste pas en abuser dans le sens où faut pas manger des choses dans la friture tous les jours, mais le but est de ne pas restreindre les apports énergétiques dans cette population, donc plutôt autour de 70 ans. Quid des seigneurs végétariens et végétaliens? Je pense déjà que c'est pas la même chose d'être végétarien toute sa vie. Il y a des populations dans le monde où ça se passe bien et voilà. Que de devenir d'un seul coup végétarien à 65-70 ans, je ne sais pas si je le conseillerais effectivement, parce que on s'expose quand même là à un haut risque de restreindre ses apports protéiques. Encore une fois, les personnes dans cette tranche d'âge-là assimilent moins bien les protéines. Les protéines d'origine végétale, elles existent, mais elles sont déjà plus difficiles à assimiler, donc c'est s'exposer au risque d'être sous-alimenté sur le plan protéique. Après, sur les données sur des régimes véganes ou végétariens menés tout au long de la vie, on n'a pas trop de données. Mais en tout cas, moi je ne conseillerais pas de devenir végétarien à 65 ans ou 70 ans, c'est s'exposer au risque de dénutrition probablement. Quels sont les atouts du lait et des produits laitiers pour les seigneurs?
Alors les produits laitiers, donc c'est un apport de protéines qui est plutôt bien assimilé par l'organisme. C'est des protéines qui sont assez faciles généralement, qui restent assez bien consommées par les personnes, on va dire seniors, parce qu'elles sont souvent prêtes à l'emploi. Soit c'est une portion de fromage, soit c'est des yaourts, soit c'est le verre de lait. Enfin, il n'y a pas de manipulation généralement à faire, pas de cuisine, pas de... Voilà, nous ce qu'on observe, c'est que c'est une consommation qui se maintient, après qui reste globalement souvent insuffisante. Encore une fois, les personnes de cette tranche d'âge déclarent plutôt manger 1 à 2 fois des produits laitiers par jour, alors qu'ils devraient en manger 3 à 4 au minimum. Et puis c'est une source de calcium, qui est importante pour la prévention de l'ostéoporose, donc principalement chez les femmes ménopausées, mais c'est aussi utile pour les hommes. Donc là, il y a peu de situations où il faut se restreindre sur les apports calciques. Il y a cet avantage-là d'apporter à la fois le calcium et les protéines. Quels sont les conseils alimentaires à donner aux sujets âgés pour prévenir l'obésité? Alors pour prévenir l'obésité, l'idée c'est encore une fois d'avoir ce poids stable, pas trop prendre de poids, et les deux façons de faire, en pratique, c'est d'avoir des apports énergétiques qui sont en adéquation avec notre activité physique. Plutôt que de restreindre les apports énergétiques, on va plutôt promouvoir l'activité physique, qui a des bénéfices par ailleurs autres que le maintien d'une stabilité pondérale. Et donc on va plutôt essayer d'augmenter au maximum l'activité physique. Dans des rares cas, on va pouvoir diminuer, mais de manière très modérée, les apports énergétiques, mais il faut que ça soit fait souvent sous contrôle médical et de manière tout à fait raisonnée, parce que sinon c'est inefficace. C'est-à-dire que les personnes qui font des régimes restrictifs, de toute façon ça ne marche pas. Ça ne marche pas très bien chez les sujets jeunes, ça ne marche quasiment pas chez les sujets âgés. Il y a peu de perte de poids et il y a des gains, des reprises de poids qui sont généralement plus importantes. Donc pour prévenir l'obésité, c'est surtout ça. Il faut axer sur lutter contre la sédentarité qui, finalement, est la cause principale de l'obésité plus que l'alimentation. Quelles sont les activités physiques que vous recommandez aux seniors? Alors, les seniors ils peuvent faire beaucoup d'activités physiques. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité physique a été étudiée chez les seniors et efficace chez les seniors. Donc, l'activité physique qui a le plus montré d'efficacité, par exemple pour prévenir les chutes, c'est des travail de posture et d'équilibre. Donc par exemple le tai chi a montré son efficacité sur ça, la prévention des chutes. Toutes les activités physiques qui visent à augmenter la force musculaire, en tout cas maintenir une force musculaire, donc c'est des exercices contre résistance, la musculation on va dire adaptée, a montré son efficacité, y compris chez les personnes très très âgées et dépendantes. Donc en fait, déjà, toute activité physique peut être proposée. Après, évidemment, il faut s'adapter au risque qui peut être lié à l'activité physique, notamment au risque de chute. Et donc, c'est pour ça que se développent aussi des programmes de plus en plus d'activité physique dites adaptées, où ça va être fait par des professeurs d'activité physique adaptée qui connaissent les personnes âgées, le risque de chute, et qui vont travailler essentiellement l'équilibre, la force musculaire des membres inférieurs, etc. Et puis, le bénéfice de ces programmes, il est surtout aussi lié souvent au fait que les personnes âgées qui participent à ces programmes augmentent d'eux-mêmes leur temps de marche quotidien, donc ils deviennent encore une fois moins sédentaires. Et donc le simple fait de marcher, ça c'est la recommandation en population générale, l'équivalent de 30 minutes de marche par jour ou plus peut être recommandé, y compris à toutes les personnes âgées. Ça peut être si on montait un étage ou 2 étages, ça peut être des choses tout à fait adaptées. Si la personne ne veut absolument pas aller dans un club d'activité physique pour seniors, on peut lui donner des conseils tout à fait simples de marcher un peu plus dans son quartier, de pas forcément tout monter avec l'ascenseur, mais de monter les escaliers, etc.